Cet entretien est quasiment fini, mais toute une dernière question. Les projets de loi des finances exercice 2023 a été voté à l'Assemblée nationale. Ces projets est chiffré à 14 points, à 14,6 milliards. Il y a une sorte de prouesse dans les recettes du gouvernement. Votre point de vue est sollicité. Moi, je suis un économiste, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai fait mon sacerdoce, c'est un sacerdoce de vérité. Si je ne transige pas sur la vérité s'agissant des questions politiques, je ne le ferai surtout pas sur les questions liées à mon domaine de formation, à ce que je suis, un économiste et un financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le budget passe de 5 milliards, effectivement, jusqu'en avril 2020, et qu'aujourd'hui, on est à une application effective du budget à plus de 100%, on a atteint presque 12 milliards pour l'exercice qui est en train de s'écouler, et qu'on a une perspective de 14,6 milliards, il faut reconnaître qu'il y a forcément en dessous une approche managériale qui porte des fruits. C'est pour ça qu'il faut féliciter le Premier ministre Samalou Condé, dépositaire de la vision du Président de la République. Il exécute, il a des chiffres qui sont là, il faut les féliciter. Maintenant, si vous me posiez la question de savoir comment est-ce qu'on atteint ces chiffres, moi je vois trois facteurs essentiellement. Le premier facteur, c'est l'évolution de la fiscalité avec le code minier. Le deuxième facteur, de mon point de vue, c'est l'augmentation des cours et l'augmentation du volume de production. Vous savez que le cuivre on va atteindre les 2 millions de tonnes de cuivre, c'est extraordinaire. Et le troisième facteur, c'est évidemment la lutte courageuse qui est faite au niveau national pour stopper le coulage des recettes publiques, la lutte contre la corruption, mais il y a aussi, de mon point de vue, un paramètre qui repose sur quelque chose que j'ai pu expérimenter lorsque j'étais au gouvernement avec le président Tshisekedi comme président, dans le cadre du FCC Cash. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Tshisekedi a une forme de gouvernance directe qui peut apparaître définitivement comme un contrat, on a presque envie de dire, performatif avec ceux qui sont en fonction. Le fait d'être en contact direct avec les principaux dirigeants, de suivre les objectifs qu'ils leur donnent, oblige ceux qui sont en fonction à obéir à un contrat de performance indirectement. Donc il y a aussi cette forme de gouvernance. Vous savez, si vous êtes directeur général de la douane ou de la DGI et que le président de la République vous dit « Écoutez, moi je veux à la fin de l'année que vous ayez 5 milliards ». Et que chaque mois ce soit tel montant, et qui vous appelle toutes les 2 semaines, si vous êtes DG, vous sentez une pression dans le dos. Et c'est la même chose pour le ministre des Finances et toutes les régies d'assiette. Et également, et tout cela combiné avec le travail de l'IGF. Donc ce sont des facteurs qui accompagnent les 2 précédents facteurs dont j'ai parlé. Ça veut dire la nouvelle fiscalité, ça veut dire l'augmentation des cours et du volume de nos exportations. Maintenant, quand on a dit tout cela, il faut revenir sur terre et dire « Ok, nous avons 14,6 milliards, mais que pense le peuple congolais ?» Aujourd'hui, si vous interrogez le peuple congolais, ils vont vous dire « Ça ne veut rien dire pour nous ces chiffres, parce que on nous dit que ça a augmenté, mais les seules personnes qui en profitent, ce sont les minorités dirigeantes des différentes institutions, pendant que la majorité croupit dans la misère. » Voilà ce que disent les Congolais. Donc maintenant, le vrai travail, pour ceux qui nous dirigent, c'est de transformer l'équation. Augmentation des ressources, meilleure redistribution des richesses. Comment est-ce qu'on y arrive? Moi, je l'ai dit. D'abord, la sécurité, 1 milliard pour l'Est. Ensuite, un achalandage, de mon point de vue, équilibré des ressources de l'État dans tous les ministères. Si on a un taux de réalisation en termes d'assignation budgétaire de 100%, il faut que chaque ministère et également un niveau d'exécution budgétaire de 100%. Si le ministère de l'Agriculture, si le ministère de l'Économie, si le ministère des Hydrocarbures, des Ressources hydrauliques, le ministère du Développement rural, si le ministère de la Recherche scientifique, de l'Éducation nationale et tutti quanti
tous atteignent 100% d'exécution budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont exécuté le programme gouvernemental qui est supposé être un programme pro-pauvre. Ça veut dire qu'indirectement, ils se rapprochent des objectifs qui leur ont été assignés par le président de la République, par l'Assemblée nationale, pour rencontrer les problématiques sociales de la population. À côté de cela, des investissements massifs doivent être faits dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé et dans les secteurs productifs. Il faut accompagner cela également de la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement sur la création du tissu économique des petites et moyennes entreprises locales. Arrêtez de rêver sur les investisseurs étrangers, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Tout ce qui a pu réussir durant ce mandat, c'est interne. C'est une perte de temps. Ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que les standards qui militent aux investissements directs étrangers ne sont pas encore en compte en République démocratique du Congo. Les fonds ou les capitaux n'appartiennent pas à des individus. Le monsieur, l'occidental qui vient avec le Congolais, avec une mallette et dire que ExxonMobil, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ou je ne sais pas quelle multinationale internationale, Procter & Gamble, ou Tesla d'Elon Musk, ou Amazon va venir ici, il vient mentir. Il vient mentir parce qu'il veut un contrat, soit pour attaquer la République demain, soit il veut un contrat pour avoir ce qu'on appelle généralement la quote-part du gouvernement dans le cadre d'un projet plus large. Mais ces investisseurs ne viendront jamais. Parce qu'une fois que le projet est accepté, le financement ne dépend pas d'un individu, il dépend des groupes d'actionnaires qui eux-mêmes fonctionnent dans la logique, ce qu'on appelle les marchés, l'efficience. L'efficience des marchés, c'est l'efficience de l'information. Donc ils ont une information précise sur la situation politique, sur le risque pays, sur ce que nous représentons sur Doing Business, sur Mo Ibrahim, ce que la cotation de l'investissement au Congo ou bien des actifs congolais représentés à l'international au niveau des agences comme Moody's, Standard & Poor's et autres. Donc, nos indicateurs ne nous donnent aucune garantie que ces investisseurs vont venir maintenant. Donc, ce que nous devons faire avec les ressources que nous mobilisons, c'est développer un tissu économique, un écosystème économique avec les petites et moyennes entreprises. Une fois que cela est fait, ça crée une émulation qui peut entraîner des exportations de nos petites et moyennes entreprises dans la sous-région, en Afrique, et là, vous mettez de la lumière sur le tissu économique congolais et demain peut-être des investisseurs viendront. Mais là tout de suite, c'est faire perdre du temps au président de la République parce que ça n'apportera aucun résultat immédiat. La preuve, ça n'a apporté aucun résultat. Donc concentrons-nous sur le local, sur le Made in Congo, mettons les moyens là-dessus et vous verrez que c'est le Made in Congo qui va permettre, par l'éclosion de la petite et moyenne entreprise locale, l'arrivée de gros investisseurs pour augmenter les niveaux de production et atteindre des économies d'échelle. Là, vous avez enseigné l'économie. On est tenté de dire quelle est... Non, j'ai répondu à votre question. Le gouvernement, vous avez oublié, vous devriez être au gouvernement. Je rappelle qu'on a fini cet entretien. Non, là, vous risquez de me créer beaucoup d'ennemis. Nous contribuons simplement. Non, mais l'intelligence est là. Quand même, c'est aussi, on a le droit de dire que l'intelligence est là. Oui, et ce pays a beaucoup de têtes. C'est que le rôle qui est le nôtre, nous qui avons une expérience politique, institutionnelle, ce n'est pas simplement d'être dans la course aux fonctions. C'est de mettre cette expertise et surtout cette expérience au service de la nation. Ceux qui savent sont ceux qui ont déjà fait. Au Congo, on dit que Kabila n'a pas le droit de parler parce qu'il était président. Matata n'a pas le droit de parler parce qu'il était premier ministre. Non. S'ils n'ont pas tout fait, on a même dit que moi, je n'ai pas le droit de parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, si on n'a pas tout fait... Mais ce ne sont pas des bonnes questions aussi quand les gens... Non, ce sont de très mauvaises questions parce qu'il n'y a aucune nation qui fonctionne comme ça. Laissez-moi terminer. Si nous n'avons pas tout fait, nous avons néanmoins appris une chose. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Ce qu'il ne faut plus faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ah, ok. Et c'est ça l'expérience. C'est pour ça que de temps en temps, quand il y a des grands problèmes,
aux États-Unis, on fait appel à Alan Greenspan, qui était le patron de la Réserve fédérale pendant 30 ans. Il est à la retraite, on peut le consulter. Peut-être pas parce qu'il a tout fait, non, peut-être parce que l'expérience vous permet de savoir ce qu'il ne faut plus faire ou ne pas faire. C'est ce qui permet aux nations d'avancer et d'éviter de faire des marches en arrière. Voilà l'importance d'écouter et d'interroger ceux qui ont déjà exercé et qui ont de l'expérience, surtout quand ils ont en plus une expertise. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette partie relative aux divers. Je rappelle que vous êtes Germain Kambinga, le président du regroupement politique Le Centre, l'ancien ministre de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir, Vincent Mouzogo.